Et bienvenue sur Watchlist, aujourd'hui un épisode très spécial, c'est l'épisode anniversaire partie 2. Alors, on va parler d'actions que vous attendez, Gotoliner, Tencent, LVMH, GTT, Parex, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été obligé de réenregistrer la vidéo parce que, effectivement, en une semaine, mon discours était devenu obsolète. Le compte est bon. Parce qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau des marchés. Les petits malins! Et forcément, le discours évolue. Alors pas fondamentalement, mais en tout cas par rapport aux actualités, il a fallu que je rechange un petit peu ce que j'allais dire. Alors, on y va tout de suite, c'est parti. Jardine Matheson, c'est une entreprise énorme qui fait beaucoup de choses, qui a une organisation qui est étendue dans tout le sud-est asiatique. Ça permet de jouer cette partie du monde qui devrait exploser d'un point de vue de la croissance du PIB. Et c'est une entreprise qui a un VE sur chiffre d'affaires, une valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires qui est vraiment très faible. PER historiquement très faible, un rendement quand même de 6,24%. Ça laisse quand même le temps de patienter pour des jours meilleurs. C'est pas une entreprise qui est en péril, c'est une entreprise par contre qui, depuis 2021, a perdu 50% de capitalisation, hein, donc c'est énorme. Bon, après on a un PEG ratio qui est assez lisible, mais bon, 0,2 c'est très bien. Bref, c'est une entreprise qui donne plutôt envie actuellement parce qu'elle a été massacrée, et donc d'un point de vue valorisation, ça pourrait être un play hyper value. Pour le coup, je suis encore très circonspect par rapport à cette valeur. Je me laisse le temps de réfléchir parce que j'ai une toute petite position. Il y a des chances que elle reparte dans les fins fonds de la watchlist, mais j'ai envie de lui laisser sa chance sur l'année qui arrive. Bonne chance. Alors, Yum China, vous savez que c'est une entreprise que j'aime beaucoup. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes, notamment de Watchlist. J'ai fait une vidéo dédiée. Et c'est une entreprise, pour ceux qui ne le savent pas, qui distribue la marque KFC en Chine, qui distribue la marque Pizza Hut en Chine, Taco Bell. Et ça, c'est des marques un peu maison. Et aussi la marque Lavazza. Alors, c'est une entreprise, moi, que je trouve exceptionnelle, qui est très bien. Et pour le coup, qui elle aussi s'est fait massacrer. C'est vraiment un value play pour le coup, et bien sûr, vu que c'est une entreprise qui opère strictement en Chine, il faut espérer, il faut en tout cas croire au potentiel chinois, notamment au niveau des services, hein, parce que la restauration, c'est du service. Alors quand même, 10 000 magasins KFC en Chine, c'est énorme. 3500 Pizza Hut, des magasins qui se remboursent en 2 ans. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment impressionnant. Et des magasins donc qui sont pour une grande partie détenus en propre par l'entreprise. Donc c'est quand même une sacrée richesse, hein, d'avoir des points de vente, ce qu'on appelle des centres de profit qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on a donc une entreprise qui est présente dans toute la partie chinoise. C'est vraiment l'entreprise leader en Chine. C'est un peu, si vous voulez voir la dominance de KFC en Chine, c'est un peu comme McDo en France. Vous voyez, on en a autant, ils ont une image de marque qui est aussi forte, aussi incontournable que McDo en France, par exemple. Et c'est une entreprise qui prend soin de ses actionnaires au travers de plans de rachat d'actions. Alors effectivement, au prix de l'action, vu comme l'action Yum China s'est fait démembrer, ils auraient tort de ne pas faire de rachat d'actions. Et par ailleurs, pas mal de dividendes. On a une croissance du dividende qui augmente de quarter en quarter. Donc c'est vraiment très bien. Et depuis le spin-off, on a quand même 4 milliards qui ont été retournés aux actionnaires. C'est quand même énorme. Et sur 2024-2026, donc sur une période quand même plutôt courte, l'objectif c'est de retourner 3 milliards aux actionnaires. Franchement, on dit pas non. Alors, son objectif c'est de déployer plus de magasins qu'elle n'enferme, entre guillemets, hein. Donc on prend toujours le Net New Store. L'objectif bien sûr c'est que les magasins ne ferment pas et qu'on en ouvre d'autres pour avoir une croissance du réseau et un maillage territorial qui est très important. Ce qui se passe d'ailleurs, hein, pour Yum China. Donc des capex en augmentation, un nombre de magasins qui augmente. Franchement, tout est en ligne avec ce qui a été prévu et ce qui a été annoncé sur les différentes présentations de résultats. Ce semestre-là, c'est encore une fois l'objectif des 20 000 magasins sur 2026 et avec une croissance high single to double digit sur les ventes, les profits et les earnings per share. Donc moi, c'est une entreprise qui annonce qu'elle fait. J'aime beaucoup le management, vous le savez. Pas mal, non? Donc c'est une entreprise, pour l'instant, tant qu'ils publient
des résultats qui sont conformes. Je continue d'être actionnaire et j'essaierai de renforcer ma position. Comme vous le voyez sur la miniature de la première vidéo de Tencent, moi j'aime beaucoup Tencent, à l'instar de Monish Pabrai qui est un de mes investisseurs stars préférés. J'aime beaucoup ses lectures qu'il fait depuis son bureau assez mythique. Pour moi, c'est un super investisseur. Il a aucun problème à partager sa science et je trouve ça génial. Alors pour moi, Tencent, c'est un groupe magnifique. C'est vraiment une entreprise qui est vraiment leader sur les jeux vidéo, quand on sait que, entre guillemets, le secteur serait en crise, qu'il y a énormément de licenciements, etc., etc., c'est une entreprise qui tire son épingle du jeu parce que ce n'est pas qu'une entreprise qui fait des jeux vidéo. C'est une entreprise qui déploie énormément de choses et on va regarder ça rapidement. Alors, d'un point de vue boursier, déjà, c'est un banger. On est déjà à plus 42% en 6 mois. Sur une année pleine, on est à plus 14%. Moi, personnellement, je dois être à peu près à plus 30% de performance sur Tencent. Donc, très solide. Très solide. Il faut se dire que le marché chinois a énormément souffert. Et quand on a des entreprises qui ont de beaux résultats comme Tencent, on se dit que quand le marché chinois va se retourner, Tencent va aller jusqu'au ciel. Hein. C'est le but. C'est le but de l'opération. Alors, Black Myth Wukong, un des premiers jeux AAA chinois, qui a été un succès commercial énorme. Alors, j'ai fait un petit tweet là-dessus. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas. Ça m'évitera d'avoir plus de brouteurs que de vrais abonnés sur mon compte. Donc, ça me ferait du bien à mon ego. Mais après, en tout cas, voilà, c'est juste pour l'info et pour la blague. Alors, Black Myth Wukong, un immense succès avec 10 millions de copies vendues. Le studio Game Science, qui a été fondé par des anciens de Tencent, est détenu à hauteur de 5% par Tencent. Ils sont partout. Ils font de l'investissement. Ils sont impressionnants. D'ailleurs, ils sont aussi investisseurs sur l'entreprise Amersport, qui a fait une IPO il y a pas longtemps et qui, là, est en train de faire des résultats assez impressionnants. Et en plus, ils sont assez intelligents pour dire au studio, nous, on est actionnaires, mais on vous laisse les clés du camion, vous faites ce que vous voulez, déployez votre potentiel, gagnez de l'argent et faites au mieux. Franchement, magnifique. Et en parlant de résultats magnifiques, voilà, on a une entreprise qui, depuis fin 2022, redéploie ses ailes, regagne de l'argent, réaugmente ses pourcentages de croissance de revenus. Et là, on a une croissance de revenus par rapport à 2021 qui est très très belle. Alors, on voit que, bien sûr, les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont le socle sur lequel Tencent s'appuie. Mais à côté, vous avez les services aux entreprises, les services en général et le online advertising qui sont de très gros postes de revenus. Et on a surtout une croissance du profit qui ne se dément pas. On est passé à 85,9, c'est vraiment monstrueux, hein, 85,9 milliards de renminbi. Et puis vous avez des croissances, quarter après quarter, plus 19, plus 22, plus 23, plus 25, plus 23, plus 21. Tu m'étonnes que l'entreprise a des très bons résultats boursiers, malgré le sentiment morose sur la Chine. C'est une entreprise qui est au-delà de ça. Et dans leur publication de résultats, il y a le statement du CEO, donc les mini-programmes qui sont un très très gros succès pour Tencent, on en a déjà parlé dans la première vidéo. Vous avez aussi Tencent Video qui a une augmentation de 13% de ses abonnements. Alors c'est un peu le Netflix chinois, sachant qu'il y en a plusieurs des Netflix chinois. Par exemple Baidu qui a iQIYI, Baidu, ils perdent un peu d'abonnés. Mais Tencent Video gagne des abonnés. J'ai ma petite théorie, ma théorie elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que grâce à Tencent, vous avez une stratégie multicanale avec la musique, les vidéos, les jeux vidéo, les light novels, etc., etc. Ils arrivent à créer du contenu, des succès qui vont être déployés sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de musique qui marche très très fort, ils vont faire un documentaire sur ce même groupe de musique, qui lui-même va vendre des goodies où il y aura peut-être des light novels ou des BD sur ce groupe, et peut-être que ce groupe va faire la bande originale du prochain jeu vidéo qui vont sortir, etc., etc. Ils ont vraiment cette stratégie multicanale que je trouve très, très, très intéressante et très intelligente. Leur stratégie sur le jeu vidéo, c'est d'avoir des gros flagships qui leur rapportent énormément d'argent grâce aux abonnés, avec toujours le même
système économique, hein, à l'instar de League of Legends, qui est un jeu qui a maintenant plus de 14 ans et qui continue de rapporter des revenus avec une communauté qui joue, une scène e-sports, des produits dérivés, etc., etc. Naruto Mobile, qui a atteint les 10 millions d'utilisateurs mensuels au mois de mai 2024, et donc voilà, toujours plus de jeux qui sont des succès. Alors il faut être très très linké sur les téléphones, sur le jeu mobile, parce que les nouvelles générations jouent très peu, beaucoup moins en tout cas sur PC, un peu plus sur console, mais le téléphone portable, c'est devenu ou la tablette, c'est devenu des plateformes de jeu très très importantes pour les nouvelles générations. Et d'ailleurs, Brawl Stars a atteint la 3e place du jeu mobile qui a le plus d'utilisateurs journaliers quotidiens. Et voilà, c'est un jeu qui est énorme, hein, qui a été développé par Epic. Et pour tout vous dire, moi j'ai mes petits-neveux, hein, ils jouent à Brawl Stars et c'est un truc de fou. Hein, ils ont, c'est leur MOBA à eux, quoi. C'est impressionnant. Et donc forcément, tous les mois, ils vont eux aussi dépenser un petit peu de leur argent de poche pour s'acheter des skins, s'acheter des personnages, etc., etc., ou des coffres. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, il y a vraiment un écosystème pour créer du revenu récurrent. Et ça, c'est très très malin de la part de Tencent. Les petits malins! Alors on va parler de l'intelligence artificielle, et elle se déploie aussi sur les plateformes de publicité, c'est-à-dire que elle a des recommandations plus facilement intelligentes, etc., etc. Et donc, on a une meilleure efficacité de la publicité en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ils ont sorti un chat conversationnel, Yuanbao, qui est une sorte de chat GPT chinois. Donc, Baidu a son Ernie et donc Tencent a son Yuanbao. Alors, BYD, le géant chinois de la voiture électrique, mais aussi de la voiture hybride, en fait, c'est le géant chinois de la voiture nouvelle énergie, on va dire. C'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus réaliste par rapport à ça. Alors, petite remarque, c'est moi qui fais mes propres vignettes sur Photoshop. Je m'amuse beaucoup à faire des trucs un peu débiles. Et juste une petite capsule pour vous dire, vous savez que je suis un particulier, 2, que j'essaye d'apporter un peu d'humour dans mes analyses et que je ne me prends pas tant au sérieux que ça. Quand vous avez une vignette comme ça, vous pouvez pas vous attendre à avoir une présentation PowerPoint type Harvard et tout et tout. Il y aura forcément des trucs qui vont déraper. Il faut prendre ce que je vous dis avec le prisme du fait que vous avez un particulier qui a fait des recherches, qui essaye de vous donner des informations qui sont réelles, qui sont pertinentes, mais avec les limites que je peux avoir dans mes recherches documentaires et dans la vie de tous les jours. Donc, et c'est pour ça que je le répète souvent, je ne donne pas de conseils parce que je ne dois pas être considéré comme une source d'information ultra fiable. Vous devez vérifier ce que je vous dis. Allez, je ferme la parenthèse. Donc, BYD, c'est encore une de mes actions préférées. Très bon résultat de mon côté, d'un point de vue boursier, je crois que je suis à 15% parce que j'ai quand même pas mal renforcé. L'entreprise est encore, de mon point de vue, encore sous-évaluée. Ça reste encore une bonne opportunité d'investissement, d'autant qu'elle est en train de déployer et de partir à la conquête du monde. Alors, c'est des productions qui ont une courbe exponentielle en termes de quantité, en termes de production et de vente. On a des chiffres et une progression qui est assez impressionnante. Alors on voit bien le côté saisonnier des ventes, hein. Vous avez chaque trimestre jusqu'à la fin de l'année une progression, et là on est reparti sur 2024 sur le même schéma, sauf que on repart beaucoup plus haut. Chaque quarter repart beaucoup plus haut par rapport aux autres. Là, sur ce premier semestre, ils ont vendu 1,6 million, mais on sait que les 2 derniers semestres sont beaucoup, beaucoup plus forts. Donc potentiellement 2 millions de véhicules en plus, 2,4 millions, c'est quelque chose de jouable pour BYD. Alors, CBM International Global Market a publié cette note en disant bien sûr qu'il fallait acheter ou maintenir sa position sur BYD avec pas mal d'informations. Alors, si vous avez envie de la lire, je vous ai fait une traduction. Alors, c'est une traduction Google, donc ça vaut ce que ça vaut. Vous mettez pause et vous lisez cette note de chez CMB International. Déjà, ils se projettent sur l'exercice 2025 une augmentation du bénéfice net de 10%. Ensuite, ils estiment que va y avoir une sacrée augmentation des ventes. Ce qui se passe, c'est que ils ont sorti des modèles PHEV avec la
technologie DM i5.0 qui semble être plus compétitif que prévu, ce qui va générer une croissance solide sur les exercices 2025. Et bon, cette banque prévoit 4,3 millions d'unités qui seront vendues en 2025, avec une croissance des ventes un peu plus lente que prévu pour les modèles premium, mais il prévoit une contribution beaucoup plus élevée des ventes à l'étranger pour maintenir la marge brute sur l'exercice 2025, malgré une guerre des prix qui est très violente et qui fait rage en Chine. Malgré la guerre des prix en Chine, BYD est en train d'écraser tout sur son passage. C'est le numéro 1 incontesté en Chine sur les véhicules nouvelle énergie et ils sont en train de se déployer dans le monde entier. Pour l'instant, 30 000 véhicules vendus dans le monde. Cette part va augmenter fortement, d'autant que les gigafactories qui sont en cours de préparation, elles vont pas sortir de terre dès 2024. Ce sera plus sur 2025. Et là, on va continuer à déployer. Vous n'êtes pas sans savoir que BYD, par exemple, a sponsorisé l'Euro de foot. Ça procède d'une stratégie d'implantation. Et bien sûr, quand vous avez une stratégie d'implantation, que vous avez des CAPEX que vous dépensez pour acquérir de nouveaux clients, forcément, vos marges baissent, mais vous allez conquérir de nouvelles parts de marché. Alors, ils ont publié tout un tas de prévisions. Attention, ce sont des prévisions, ça vaut ce que ça vaut, mais on peut voir que effectivement, ces prévisions sont plutôt optimistes sur la croissance du revenu, la croissance du profit net, et donc avec des... voilà, vous avez... c'est assez impressionnant, un DROE qui se maintienne, enfin bon. C'est des chiffres qui donnent envie d'être actionnaire de BYD. En parlant d'être actionnaire et d'avoir envie d'être actionnaire, GTT, vraiment, cette action, moi, j'aime cette entreprise. GTT, pour moi, c'était d'ailleurs la première vidéo que j'ai faite. Je garde un côté sentimental pour cette valeur. Bien que j'étais rentré à 88,7, quand on a atteint les 140 et quelques, j'ai vendu, j'ai pris ma plus-value. J'ai gardé une seule action pour rester entre guillemets actionnaire de GTT. Et ensuite, au fur et à mesure des baisses, j'ai renforcé et j'ai régénéré ma position sur GTT pour obtenir un PRU à 120 à peu près sur GTT. Voilà, une très grosse position chez moi. Alors je crois énormément à la valeur et c'est pas juste mon petit doigt qui me le dit, c'est les résultats qui sont publiés. Oh, comme c'est bizarre! Là, je vous ai mis les résultats de 2023. On avait déjà des revenus qui avaient pris plus 23%, avec une marge à 58,6%, avec un momentum qui était plutôt sympathique, des infrastructures pour le LNG, des innovations en voiture, voilà. Pas mal de choses en place, notamment avec des futures négociations avec les armateurs coréens. Elogen qui était en train de s'installer dans le mix business de GTT. Une dynamique au 23 juillet 2023 qui est très positive. Et effectivement, quand il y a eu cette publication, la valeur est passée de 100 € de mémoire à 120 comme une fusée. Et après, ça a continué à monter comme Pantani qui grimpe l'Alpe d'Huez, pour ceux qui ont la référence. 2024, H1 2024, donc ça m'a intéressé de vous montrer que cette entreprise continue à délivrer des résultats qui sont hyper importants. Vous avez plus 65,8% sur les revenus. Et là, on était à plus 23. Vous voyez un petit peu, c'est énorme. C'est énorme cette progression sur les revenus. Et vous avez une marge de 61% avec un EBITDA de 70,1%. C'est pas un truc de fou, c'est pas des publications excellentes. Donc, moi, GTT, je vois les chiffres, je me dis que c'est quand même un truc assez impressionnant. Et après, bon, vous avez Elogen qui commence à avancer. D'ailleurs, les armateurs coréens ont passé beaucoup de commandes à GTT. Donc, les prévisions 2023 étaient déjà énormes. Et donc là, vous avez le order book. Le order book 2023, c'était 274 bateaux commandés, enfin, cuves entre guillemets commandés, qui sont passés à 302 en juin 2023. Donc une très très belle progression, une augmentation des commandes, avec une très belle visibilité sur le business, étant donné qu'ils vont livrer à peu près une quinzaine de cuves pour les bateaux par semestre. Donc voilà, quand vous avez plus 30 commandes et que vous livrez 15, bah forcément c'est assez impressionnant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours plus de commandes. On est plutôt à 58 bateaux, 58 commandes de plus, 58 commandes contre 43 le semestre dernier. Mais qu'est-ce que fait GTT? GTT livre beaucoup plus. Ils arrivent à livrer beaucoup plus. Donc 27 là sur 2024. Donc ils déploient, ils arrivent à tenir la cadence et ils augmentent leur livraison. Donc ça c'est
magnifique. Et donc on était à 311 commandes en décembre, et là, hop, 342 commandes, avec une visibilité encore une fois. On va dire qu'on livre une trentaine de commandes par semestre. On dit qu'il n'y a pas de progression. 30 livraisons par semestre, ça fait 5 ans de visibilité, avec une marge. Ça veut dire quelque chose. Un carnet de commandes, c'est très rassurant, qui devrait être en tout cas très rassurant pour un investisseur qui essaye de se projeter sur le long terme dans une entreprise. Ce graphique, il m'intéresse, pourquoi? Parce que vous avez la demande et les livraisons. Donc là, vous avez une demande qui va avoir une dynamique assez impressionnante sur le gaz naturel. Alors vous avez plusieurs scénarios, hein, des scénarios net zéro pour BP, avec un scénario trajectoire de base, scénario central par Wood Mackenzie, Shell et BP. Donc là, vous avez, ça c'est vraiment un CAGR, vous voyez, à peu près 5% par an. Ou vous avez des net zéro commitment scénarios, qui sont plutôt des mauvais scénarios, entre guillemets, pour le LNG, qui seraient beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faibles par ici, on va dire plutôt vers 4%. D'ici à 2040, encore une fois, hein, parce que bon, vous voyez que ça se casse la gueule à partir de 2030. Hein. 2030, c'est dans 7 ans. Donc, si vous faites des scénarios d'investissement jusqu'en 2040, bon, moi, je sais pas vous, mais dans 7 ans, j'aurai peut-être une appétence à l'investissement qui sera différente. Mais bon, bref, passons. Donc on voit que le gaz naturel, là, on a une progression qui est impressionnante, avec une belle commande, et là, on a tout ce qui est en construction pour couvrir cette demande. Et là, on a un gap qui est énorme. Donc de 2030 à 2040, on a un gap de commande qui est encore à fournir, qui est juste impressionnant. Et ça, c'est un levier de croissance pour GTT énorme. Alors, bien sûr, en admettant que GTT garde sa position de leader, garde son avance technologique, etc., etc. Bien sûr, on est d'accord. Avec cette étude-là de Wood Mackenzie qui montre que vous avez les carrières de LNG qui sont actuellement matures pour pas mal de turnover et pas mal de remplacements. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de bateaux qui tournent au fuel, enfin en tout cas qui tournent avec des carburants, on va dire conventionnels, et on a ce besoin des armateurs et des professionnels de la mer d'avoir des propulsions alternatives. Alors ça peut être du méthanol, ça peut être du LNG, mais en tout cas, il faut que ce soit net carbone. Et le LNG, c'est zéro carbone. Donc, ça peut faire partie des stratégies pour décarboner. Le gaz naturel, sur les 10 ans à venir, ça sera encore là, et c'est encore là pour longtemps comme source d'énergie. Et il faut voir que les remplacements, ça ne représente actuellement que 10% de leur order book. Donc ça va être appelé à progresser. Et donc, pour GTT, c'est une formidable opportunité de remplacer tous ces navires, et avec leur solution de propulsion LNG, ils sont positionnés pour faire les cuves et les propulsions. Alors là, c'est jackpot, quoi. Donc, pour moi, GTT, c'est le futur banger. Là, ça a bien baissé. Je crois que ça a passé les 121 ce vendredi. Alors, j'ai pas regardé, mais ça a bien baissé. Voilà, je me tâte à casser mon PEL. Hein. Bon, j'ai pas de PEL en fait, en réalité, mais c'est plus pour l'expression. Voilà pour GTT. Alors, on parle de transport maritime, Eugotoliner, le fameux Eugotoliner dont je suis actionnaire. J'ai un PRU d'un peu moins de 100 NOK, donc autant vous dire que je suis ravi. J'ai déjà touché 2 quarters de dividendes, donc voilà, vous voyez un homme comblé qui aime cette valeur Eugotoliner. D'ailleurs, je crois que ça a pris 3% aujourd'hui, hein, donc voilà, c'est résilient hein, malgré la morosité. Ça reste très solide. Cette boîte, c'est une de mes meilleures vidéos. Donc, pour ceux qui m'ont connu grâce à Eugotoliner, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de me suivre. En tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Si cette valeur vous intéresse, on va regarder un petit peu la publication de résultats 2024. Donc, du Q2 2024. Donc, quarter to quarter, on a une belle progression de l'EBITDA, du profit, et on a un dividende qui reste excellent pour Eugotoliner. Ils ont un nouveau bateau qui a été livré, donc ça c'est plutôt bien, et le ratio dollar par mètre cube a baissé de 2% quarter to quarter, donc on a des négociations sur des volumes transportés qui ont un petit peu baissé. 96, c'est déjà très très bien comme score. 96 US dollars par CBM, c'est vraiment très très bon. Alors, on voit que
ça a un petit peu rebondi sur le Q2. On fait une meilleure performance que sur le Q1 qui était vraiment mauvais et qui était assez déprimant à cause des tensions en mer Rouge. Et si vous suivez la presse internationale, vous savez que ça n'est pas fini. Vous avez là d'ailleurs un pétrolier là qui a été arraisonné, ils ont foutu le feu, ça a fait une mini marée noire, enfin bref, c'est la merde. Donc, de ce point de vue-là, la mer Rouge, ça reste encore un point très problématique. On va voir comment ça va tourner. Mais en tout cas, ça reste un point de compression. C'est-à-dire que si jamais, et je dis bien si jamais, ce point-là se détendait, si les tensions en mer Rouge, on va dire, s'évaporaient ou se détendaient en tout cas, on aurait forcément sur les marchés les entreprises de transport maritime qui auraient un signal boursier qui serait très sympathique. Donc ça, on peut jouer ça déjà, premièrement. Après, si ça continue à partir en cacahuète, ça peut être très négatif pour le transport maritime. On a une croissance des US dollars par CBM qui est plutôt sympathique sur l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Il faut savoir que c'est renégocié, c'est des contrats qui sont renégociés pour 3, 4, 5 ans, donc c'est assez important. On a une croissance du transport d'unités qui reste robuste et qui reste bien pour le H1. Et on a des prévisions d'augmentation avec du 4%, du 3% par an pour les volumes, et notamment c'est drivé par la Chine, et on en revenait aussi par exemple à BYD qui fait énormément d'exports de véhicules et qui devrait déployer énormément de véhicules. Alors, faut pas être centré sur l'Europe. Pour les véhicules vendus par la Chine vend des véhicules en Afrique, en Amérique latine, via les BRICS, via les nouvelles routes de la soie, via, bien sûr, ils en vendent énormément à la Russie, parce que la Russie, ils achètent plus de véhicules autres que des véhicules chinois. Le marché des grosses machines devrait être un levier de croissance pour 2025 et 2026. Effectivement, les méga projets, l'immobilier en général, avec la détente des taux, devraient récupérer et repartir d'ici à 2025-2026. Alors pas tout de suite, bien sûr, mais le temps que ça infuse, voilà, on devrait pouvoir repartir dans un sens intéressant. Et voilà, des volumes transportés qui s'apprécient, qui sont un peu mieux sur le Q2. Donc ça veut dire que Eugoteliner fait mieux. Et puis bah effectivement, sa flotte augmente. Ils ont reçu un nouveau bateau, donc ils peuvent produire plus de transport. Et donc on a des revenus qui sont très solides pour Eugoteliner, avec des croissances qui sont plutôt sympathiques. Qu'est-ce qui est prévu pour la fin de 2024 2024, ça va être tendu au niveau macro. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Mais ça devrait pas trop impacter tous les transports. Alors, il y aura bien sûr de la volatilité, mais en tout cas, il y aura un quarter 3 qui sera en ligne avec le Q2. Et donc, on peut imaginer que cette année, on aura encore ce quarter, on aura encore un beau dividende et de belles performances boursières pour le titre. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de Parex, qui s'est fait éclaté suite à des résultats qui ont déçu. Ça serait un euphémisme de dire qui ont seulement déçu. Mais en tout cas, voilà. Là, après, sincèrement, renforcer à ce niveau-là, ça paraît pas idiot. Il y a eu un post de l'Open Investissement qui disait que lui, il avait renforcé sa position à ce moment-là. Il semble pas idiot, au vu de la remontée qu'il y a eu derrière. Tenez la ligne! Restez avec moi! Parce que bien sûr, le marché a été un tout petit peu quand même, excessif. Il n'empêche que c'est une entreprise qui a pris moins 47% sur une année. Le pétrole en plus en ce moment, ça fait quand même un peu la gueule. Donc, peut-être une opportunité pour renforcer. Moi, Parex, c'est déjà une grosse position sur mon portefeuille. Autant vous dire que là, ça m'a fait quand même très très mal. Si on retourne sur un mouvement haussier, j'essaierai de prendre le train en marche pour rééquilibrer un peu ma position. Alors, j'ai regardé quand même les résultats, parce que c'est ça qui est important. Il faut regarder les publications de résultats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, sur cette zone-là, vous avez une zone d'exploration et d'exploitation qui a déçu. Mais a priori, vous avez quand même du pétrole, vous avez quand même des endroits qui sont exploités et exploitables. Voilà, je voulais quand même vous parler de plusieurs choses. Donc, les actions, pareil, sont chutées de plus de 20% jeudi. La société a réduit ses prévisions de production pour l'année. Et en plus, le directeur financier partait, mais pour saisir une autre opportunité. Donc, a priori, c'est pas parce que c'était très compliqué.
Mais bon, quand vous avez un personnage clé qui quitte une entreprise, c'est jamais une bonne nouvelle. Et donc, les prévisions de production sont désormais à 49 000 barils équivalent pétrole par jour. Une baisse quand même par rapport aux attentes antérieures qui étaient quand même de 57 000. Donc ça fait une très grosse baisse de la production. À cause des résultats sur la zone de Aroca. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas colombien. Donc Parex a également abaissé le poids médian de ses prévisions de dépenses d'investissement, donc forcément. Alors ce qu'ils ont dit dans le conf call, c'est qu'ils voulaient essayer de déplacer les ressources et les investissements sur des endroits qui rapportent plus, entre guillemets, qui sont plus rentables. Donc il y a eu le changement du directeur financier et l'action s'est fait éclater. Ils ont quand même pas mal investi sur 2023, hein, c'est une publication du 14 août là, donc ils ont quand même prévenu qu'ils allaient dépenser sur 35 nouveaux puits avec 5 explorations de prospection. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir ce type d'informations. Deuxième sujet, ils ont mis en pause les forages sur Aroca. Alors, ils ont eu des challenges qui les ont empêchés de déployer aussi bien qu'ils voulaient. Ils ont déployé des rigs ailleurs, et par contre, sur LLA 32, là, tout s'est bien passé, ils ont des très bons résultats, c'est super, ils prévoient des résultats qui seront sympathiques. Donc ils ont réalloué le capital sur des endroits pour assurer la pérennité de l'entreprise. L'objectif étant de creuser, prospecter et faire des points pour exploiter des endroits où ils ont plus de chances de gagner de l'argent. Ça, c'est tout à fait respectable. Ce qu'il faut aussi quand même se dire, c'est que vous avez énormément d'entreprises qui ont suspendu leur plan, leur projet. Hein. Vous avez donc Ecopetrol, 16 projets, Grand Sierra, 13 projets, Amerisur, 7 projets, etc., etc. Et la plupart de ces projets qui ont été terminés ou suspendus, c'est à cause, en partie, du président Gustavo Petro, qui a un agenda anti-fuel et qui fait des décisions qui sont pas en faveur des nouvelles explorations. Et donc, ils ont augmenté leurs taxes sur les producteurs. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Les prochaines élections en Colombie, c'est 2025 ou 2026, si je ne m'abuse. Donc là, vous savez, on sait qu'on a encore peut-être 2-3 ans qui seront compliqués en tout cas, pour le pétrole en Colombie, à cause de ce président, encore un président de gauche. Hein. Vous allez me dire, il y a vraiment que ces enculés de gauche pour nous empêcher de tourner en rond, hein, et de créer de la valeur. Bref, je ferme la parenthèse. Désolé. Donc, il y a aussi un cycle de violence actuellement, notamment comme c'est bizarre, à Aroca, Meta, Cézanare, Putumayo et Caqueta. Et oui, le problème aussi, c'est que vous avez une montée des violences, des guérillas dans ces zones-là, et malheureusement, Aroca, comme par hasard, c'est la partie où ils ont arrêté de faire du drilling. Pourquoi ils ont rencontré des challenges. Et ben les challenges, c'est qu'il y a beaucoup de violence et qu'il y a pas mal d'insécurité et que c'est compliqué de mener des forages, d'avoir du personnel qui travaille quand vous avez le risque de vous faire enlever, buter, etc., etc. Donc voilà, ça reste compliqué. Par contre, effectivement, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'effectivement, ils avaient découvert du pétrole et du gaz à Aroca. Et ils avaient installé des puits et qu'ils avaient planifié d'investir énormément sur ces projets-là. Mais vu que c'est quand même compliqué, ils vont réallouer des ressources sur des drills, sur Llanos 32, Llanos 74, pour aller chercher aussi de l'huile et du gaz naturel sur des zones qui sont peut-être un peu plus safe et avec des plus grandes probabilités de rendement. Voilà ce qu'ils ont fait et voilà pourquoi Parex a annoncé des baisses de production. C'est de la réallocation de capital, c'est de la réallocation de puits pour aller sur des zones qui sont plus rentables. Donc, d'un point de vue purement de l'investisseur long terme, moi je pense que c'est bien. Aroca, très bien. Quand la situation va se calmer, ils vont pouvoir y revenir. Les réserves seront toujours là. Et là, ils réallouent leur capital sur des endroits qui vont avoir un meilleur rendement et qui seront plus faciles à exploiter. So be it, comme dirait l'autre. Je vous sors un petit communiqué des Nations Unies. Alors effectivement, il y a eu déjà le dépôt des armes des FARC. Les communistes, ils ont déposé les armes. Par contre, effectivement, il y a eu une progression, une expansion progressive d'autres groupes armés qui a commencé, et il y a une expansion qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc il y a des guérillas. Donc l'insécurité est clairement le principal obstacle à la réintégration et au succès du processus de paix.
rappelant que depuis la signature de l'accord, 421 signataires ont été assassinés. Donc voilà, la situation, elle est quand même d'une extrême violence. L'agence de notation Moody's a dégradé les perspectives de la Colombie de stable à négative. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, du fait des difficultés du pays à respecter la règle budgétaire. Faible croissance, baisse de l'investissement, gouvernement, vous vous rappelez, hein, de gauche, voilà. Aucune chance que le pays s'en sorte. Par ailleurs, la perte du statut investment grade en 2021, augmentation significative du coût de la dette, trappe à dette. Le FMI prévoit que la Colombie consacrera 24% de ses recettes au service de la dette. Et par ailleurs, les recettes fiscales baissent significativement, en partie du fait de la conjoncture globalement dégradée, mais aussi d'une retouche constitutionnelle concernant la déductibilité des royalties à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises minières et pétrolières. Et donc, une dégradation de la note souveraine est à craindre. Si dégradation il y avait, il pourrait se passer de mauvaises choses en Colombie, donc effectivement, ça rajoute de l'incertitude, ça rajoute du risque. Donc, en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Ça ne m'incite pas à augmenter ma position, la taille de ma position. Je pense que je vais rester tel quel, et puis je vais un peu mordre mes mains en attendant que ça se passe un peu mieux. Ou alors essayer un tout petit peu de baisser mon PRU, parce que c'est quand même assez intéressant là ce qui se passe, tout en étant quand même un petit peu conservateur. Le but, ça serait pas de doubler la taille de ma position, quoi. Par exemple. Je me rends compte que cette vidéo a énormément duré. Je vous cache pas que le PowerPoint que j'ai fait à peu près une centaine de diapositives, donc il y a encore beaucoup de contenu à vous partager. On fera une partie 3 pour la vidéo. Fatalement, quand il y a beaucoup de choses à dire, je peux pas vous faire une vidéo de 2h30. Donc on fera une partie 3 qui sortira la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bon anniversaire les petits Indiens.